Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Urepoix. Nous sommes aujourd'hui avec Fadi Kassem, Bonjour. Gilets jaunes, Sciences Po, agrégé d'histoire, prof d'histoire. Et nous allons te poser des questions par rapport à l'État, l'État-nation, l'État profond, la situation actuelle. Qu'est-ce que l'État en France? Qu'est-ce que l'État-nation? Et qu'est-ce que l'État profond actuel? Son organisation, ses réseaux, ses formations, sa consanguinité, toutes ses limitations et le mur dans lequel on va. Déjà, bon, très content d'être là avec vous, encore une fois. On a déjà fait pas mal de vidéos avant. Partons de la base. L'État, si tu pars de la base latine, ça vient du latin stato, stare, ça veut dire stabilité. C'est créer une stabilité. Créer une stabilité pour permettre aux citoyens de pouvoir s'épanouir, de bien vivre, etc. Et ce qui est très frappant, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans une situation d'état instable. Donc on voit l'oxymore. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est fait pour démanteler, à l'heure actuelle, et je vais en parler, les structures de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État, historiquement et surtout aujourd'hui? Il repose sur quoi? D'abord sur des institutions. Ça repose sur des institutions, essentiellement politiques, mais pas seulement. Il y a des ministères. Très clairement, on a décidé de séquencer l'État en domaines. Alors ça peut être, moi je travaille là-dedans, l'éducation nationale, mais c'est autre chose. Ça peut être l'intérieur, donc pour ce qui est services de police, de renseignement, la santé, des tas d'autres choses, la justice, bon passons. C'est aussi l'ensemble des collectivités territoriales. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? D'un point de vue administratif, on trouve les régions, des super régions, des euro-régions, on pourrait même dire, les départements, les pays, qui peuvent représenter aussi une entité, et pas seulement administrative, là, c'est aussi culturel, etc. Et puis les communes, historiquement. Et puis, l'État, ça peut être aussi, il faut le signaler, parce que c'est justement ce qui est en train d'être démantelé depuis une bonne quarantaine d'années facilement, ça peut être aussi des politiques publiques. Si tant est que ces politiques publiques soient au service des citoyens. Or, depuis 40 ans, c'est ce que je disais, elles sont démantelées. Pourquoi? Parce que il y a l'État-nation, et puis il y a ce qui est en cours. C'est un projet en cours en réalité depuis des années, mais qui est désormais clairement annoncé, à savoir l'État fédéral européen. C'est-à-dire de créer des espèces d'États-Unis d'Europe, mais avec un pseudo-peuple européen qui n'existe pas, parce qu'il y a un peuple français, il y a un peuple italien, il y a un peuple allemand, et on veut faire croire qu'on va pouvoir fusionner tout ça en un peuple européen, avec un super État européen, un État fédéral, qui ravalerait donc les États-nations actuels en espèce de grandes provinces dirigées par des seigneurs, des potentats locaux. C'est le projet de Macron. Et je le signale parce que l'État-nation sous-entend que pour pouvoir exercer ces politiques, il faut les exercer à une échelle où ce soit vraiment le peuple qui ait le pouvoir, c'est-à-dire la nation. C'est d'ailleurs ce que disait le philosophe Georges Politzer qui expliquait que dans le fond, la nation, en définitive, c'est le peuple. Donc si on a un État-nation, on sous-entend que l'État, en réalité, peut être, je ne dis pas qu'il est obligatoirement, mais peut être au moins sous le contrôle des citoyens. Ce qui est certain, c'est que s'il est supranational au-dessus des nations, alors il est au-dessus des peuples. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'État-nation, mais pas qu'en France, c'est pareil dans tous les pays membres de l'Union européenne à l'heure actuelle, est en train d'être démantelé au profit d'un État fédéral qui servira à quoi? Simplement les intérêts de l'oligarchie. Simplement les intérêts d'une oligarchie euro-atlantique. Bruxelles, Berlin, Washington et compagnie. Donc voilà ce à quoi on insiste aujourd'hui très concrètement, et ça détruit, j'insiste dessus, on en reparlera, les bases d'un État qui a été construit non pas depuis le XXe siècle, non pas depuis la Révolution française, mais déjà par les rois qui cherchaient à s'affirmer par rapport à trois choses, par rapport aux seigneurs, qui contrôlaient des fiefs avec des terres, etc., par rapport à une église surpuissante qui voulait imposer une espèce de théocratie pontificale, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu avec le pape qui serait infaillible, pourtant le pape peut être faillible, on l'a vu à plusieurs reprises, et puis par rapport aussi au Saint-Empire, le Saint-Empire romain germanique qui cherchait à écraser justement les États au niveau national, etc. Voilà. Alors, en France, actuellement, Mmh. l'État, les hauts fonctionnaires, donc le sommet de l'appareil d'État, Ouais. c'est combien de personnes? Quel est leur parcours? Quelle est leur idéologie? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe? Quel est leur niveau de corruption? Alors, je ne peux pas dire le nombre exact. Par contre, ce qui est sûr, c'est que leur formation, généralement, est très classique. Ils viennent d'une école que je connais bien, la plupart du temps, Sciences Po.
Pas forcément que Sciences Po, hein. Tu peux avoir autre chose, tu peux avoir du HEC, tu peux avoir des trucs comme ça. Polytechnique? Polytechnique, pourquoi pas, même si à tout prendre, Polytechnique, moins, parce que généralement ils vont plus dans du privé. Et puis, bon, derrière, alors pas forcément obligatoirement l'ENA, on parle souvent de Sciences Po l'ENA. Au demeurant, on voit bien que l'ENA cherche à été démantelée, hein. Maintenant, c'est l'école des nationales, des services, je sais pas quoi. Ça, c'est un parcours très classique. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des concours pour les collectivités territoriales, parce qu'il y a la fonction d'État, il y a la fonction pour enfin, il y a le concours pour les collectivités territoriales, et puis il y a un concours spécial d'ailleurs pour tout ce qui est santé. Si on prend le parcours très classique, Sciences Po ENA, Sciences Po, l'idéologie, elle est très simple. À la base, normalement, c'est fait pour servir l'intérêt général. Je dis bien à la base. Sauf que dorénavant, très clairement, c'est fait pour satisfaire les desiderata de l'Union européenne, du MEDEF, du FMI, de la Banque centrale européenne, de tout ça. Et d'ailleurs, le problème, c'est même pas tant au niveau de l'ENA que de Sciences Po. Parce qu'à Sciences Po, l'idéologie qui domine, on peut le résumer en 3 mots depuis au moins Giscard d'Estaing, c'est dire libéral, enfin libéral au niveau des capitaux, etc., hein, surtout, pseudo-centriste, centriste en réalité extrémiste, hein, disons-le clairement, et européen. On voit déjà que ça dépasse donc l'intérêt de la nation, c'est-à-dire l'intérêt du peuple. Et donc c'est ce genre d'État-là maintenant qui fonctionne. Alors au-delà de ça, au-delà des agitateurs, des types que l'on voit devant les caméras, il y a ce qu'on pourrait appeler effectivement l'État profond, c'est-à-dire les forces profondes. Dans les ministères, il n'y a pas d'uniformité forcément. Il peut y avoir des oppositions. C'est très intéressant. Et de ce point de vue, il y a une certaine rupture avec Macron. Macron, quelque part, s'attaque à certains pans de l'État profond, si j'ose dire, enfin de l'État profond, ou du moins à certains ministères. Il faut prendre quand même un symbole très intéressant. Excuse-moi, mais quand tu parles d'État profond, comment tu pourrais le définir? Écoute, l'État profond, il y a 2 façons de le voir. Tu peux le voir déjà à travers ceux qui ont vraiment le pouvoir. Ceux qui ont vraiment le pouvoir, et dans ce cas-là, on va vers les grands groupes économiques, les grands intérêts que sert Macron. Et puis tu peux avoir aussi des structures profondes qui sont celles liées en gros aux fonctions régaliennes. L'armée, la police, la justice, etc. Bon, moi je vais plus insister, et ça, je dis ça pour une bonne raison. C'est parce qu'en réalité, Macron, lui, a clairement fait le choix de servir les grands groupes, etc. Et je le dis d'autant plus que, au sein du ministère de la Justice, on voit de plus en plus d'opposition. Au sein de l'armée également, au sein de la diplomatie, il faut quand même signaler que Macron a réussi l'exploit de faire multiplier les grèves au sein du ministère des Affaires étrangères, au sein des réseaux diplomatiques, puisqu'il a littéralement mis à bas le réseau diplomatique de la France. Il s'est attiré des oppositions foudroyantes. Et ça se voit par exemple si on prend des sujets d'actualité, si tu prends le conflit qui a lieu là à Gaza, qui dure depuis très longtemps, mais Macron est en porte-à-faux avec ce que pense une grande partie du ministère des Affaires étrangères, qui est en train d'être mise au pas. Donc, en fait, l'état profond négatif, si j'ose dire, ce sont les grands groupes capitalistes qui cherchent justement à placer leurs pions en s'appuyant sur des Macron, etc. L'état profond plus positif, ça ne veut pas dire qu'il est parfaitement positif, ce sont aussi des gens qui ont une formation, une certaine culture historique, politique, etc., qui résonnent aussi par rapport aux intérêts du pays et qui ne vont pas s'embarquer dans des projets suicidaires. Si tu demandes au ministère des Affaires étrangères, etc., s'ils veulent envoyer des troupes en Ukraine comme le propose Macron, tu verras vite la réponse, à mon avis. D'accord. Ces élites, au niveau de l'État, elles passent donc en majorité par Sciences Po et l'ENA. En tout cas, ceux qui arrivent sur les gros postes, quoi, tu vois. Ils se reproduisent entre eux. Ah bah oui. Ségolène et Flamby. Pour prendre que. Est-ce que ce schéma de reproduction des élites de l'État, et élites entre guillemets, c'est quelque chose de classique en fait? Est-ce qu'ils sont en train de reproduire ce qui se faisait sous l'Ancien Régime, où les nobles se reproduisaient entre eux? Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des principes fondamentaux anthropologiques qui font que finalement ils essayent de conserver le pouvoir d'une génération à l'autre? De toute façon, à partir du moment où tu accèdes au pouvoir, tu as envie de le garder, hein, globalement, on va faire simple, mais avec quand même une subtilité, parce qu'il y a un certain degré contrôlé d'ouverture, où tu arrives à ramasser quelques personnes qui viennent de milieux populaires et qui vont s'accoutumer, s'acclimater,
bref, quitter leur milieu d'origine pour connaître une pseudo-abstention sociale. Mais évidemment qu'ils se reproduisent entre eux. Et puis d'ailleurs, ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? Parce que si tu prends une école comme Sciences Po, c'est pas que l'État, c'est le journalisme, c'est le droit économique, c'est l'urbanisme, on trouve tout. Donc en fait, ils apprennent à se fréquenter dès l'âge de 18-19 ans, et à se fréquenter à tout niveau, pas qu'intellectuellement. Donc forcément, très souvent, tu as des couples Sciences Po. Tu parlais de Ségolène, puis là c'est carrément couple ENA. Donc par définition, il y a forcément une reproduction qui se produit. Et cette reproduction, elle est très intéressante dans la mesure où, en effet, ça imite ce qui existait sous l'Ancien Régime. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Révolution? Il y avait plusieurs révolutions dans la Révolution en 1789. Bon, tu as la révolte des paysans, machin, etc., des petits artisans, des petites couches urbaines. Et puis la révolution bourgeoise, qui comprend deux types de bourgeoisie, si j'ose dire. Celle qui va prendre le parti des sans-culottes. C'est par exemple Robespierre, qui est un notable d'Arras, etc., donc lui vient de milieu petit bourgeois. Et puis tu as une bourgeoisie qui veut remplacer la noblesse et accéder au pouvoir politique comme elle le réclame, bien sûr avec l'intérêt derrière de le garder, ce pouvoir. C'est pour ça que d'ailleurs elle met en place un certain nombre de textes qui sont pour à la fois détruire le pouvoir de la noblesse, en même temps consolider le sien. Bon, c'est comme ça que va se créer un peu l'État moderne. Même si, attention, il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de structuration de l'État moderne avant. On oublie souvent le rôle des rois, qui ont joué un rôle central pour l'affirmation d'un État qui avait pour objectif de servir, alors à la fois la grandeur du roi, on ne va pas se mentir, hein, et en même temps de faire du pays une puissance. Une puissance avec de très bons aspects, d'autres un peu moins, mais en tout cas un État qui était vraiment au service de l'affirmation de la puissance, et du roi, parce que ça allait de pair avec le pays, et du pays. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que l'État, du moins dans sa façon de fonctionner, est en train de démanteler ses propres structures. Mais absolument toutes ces structures. Il s'autodissout au profit de l'État profond, transnational, supranational? Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a ce projet d'État fédéral européen. Alors, c'est pas moi qui le dis, au demeurant. C'est Olaf Scholz, c'est le projet d'Olaf Scholz, le chancelier allemand. Quand Emmanuel Macron n'arrête pas de parler, comme il l'a fait d'ailleurs depuis qu'il arrive au pouvoir, depuis qu'il est président de la République, parce qu'il était déjà au pouvoir avant, quand il parle de souveraineté européenne, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on va passer à un pseudo-peuple européen qui n'existe pas, avec un État fédéral européen, et lui, il parle de saut fédéral européen. C'est très clair, c'est-à-dire que la France, ce sera une espèce de grande province, voilà, et je parie, là c'est plus un pari, mais quand même il y a des signes qui le montrent, qu'il se rêve déjà en futur président d'un État européen, ce type-là. Il est dans cette logique. Quand on voit la qualité des ministres de Gaulle, et quand on voit la qualité des ministres de Macron, le renflement brun, les choses dans le genre, bref. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une consanguinité? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une consanguinité et que finalement une dégénérescence de cette élite au service de l'État? Bah écoute, là, quelque part la consanguinité, elle a toujours un peu existé hein, dans les sommets de l'État. D'ailleurs, il y a eu ce problème, si tu veux, rien que dans les années 30. Si tu prends les années 1930, c'était le même problème. Je dirais que la différence, c'est qu'on se retrouve avec une consanguinité de personnes qui occupent des fonctions d'État à tous les niveaux, hein, de plus en plus incultes. Le problème de fond est là. Nous avons affaire à des personnes qui de plus en plus sont incultes, qui ont incorporé dans leur esprit l'idée qu'ils étaient autonomes et libres. En réalité, ils sont, comme le dit l'historien français spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot, ils sont libres d'obéir. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il a publié cet ouvrage en 2020, Libre d'obéir, c'est-à-dire le management moderne, qui en réalité est né avec les nazis véritablement, parce que tu as l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont sont des chefs, ils se prennent pour des chefs d'ailleurs, mais ils sont vides intellectuellement, ils arrivent à différents rouages de l'État, y compris dans la gestion des services publics, comme par exemple l'éducation nationale, sauf que leur pensée est vide, il n'y en a pas, et donc ils sombrent dans l'autoritarisme. Ils sombrent dans l'autoritarisme et ils appliquent des politiques qui, je répète, visent à saper les fondements de l'État. C'est d'ailleurs la base du néolibéralisme. Le principe du néolibéralisme, c'est de saper les fondements, et paradoxalement même jusqu'aux régaliens. Et en particulier, le secteur de la justice et pénitentiaire est littéralement massacré par le néolibéralisme. Il faut avoir ça en tête. Donc, on arrive à ce genre de situation. Alors que
malgré tout, la culture au sens noble du terme, culture générale, etc., qui d'ailleurs a disparu du concours de Sciences Po Paris, par exemple, ça fait déjà plus de 10 ans, elle débouche sur un vide conceptuel, un vide intellectuel, ce qui fait qu'on se retrouve avec des dirigeants à tous les niveaux qui ont de plus en plus de mal à la fois justifier leur pouvoir, le légitimer, et à répliquer quand il y a de la résistance. Et justifier aussi l'impôt, parce que tout ça, ça ne produit pas de richesse, apparemment. La richesse, ils la prennent par l'impôt. L'impôt doit être juste, l'impôt n'est pas juste, non. C'est du racket. Et là, ça se voit. L'impôt, si tu veux, le problème, c'est à qui tu imposes. Or, on sait très bien que ceux qui sont dans les effets d'éviction de l'impôt, ce sont justement les copains. Ce sont les copains des grands groupes, etc. Donc la conséquence, c'est comme tu refuses de les imposer, tu es obligé d'aller chercher l'impôt sur ceux qui travaillent, sur ceux qui... C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est très frappant, un rapport récent est sorti, alors c'est un rapport d'Oxfam avec toutes les précautions d'usage qu'on peut prendre au sujet d'Oxfam, mais le rapport en lui-même est très intéressant. Il démontre comment, par exemple, les milliardaires, les multimilliardaires, y compris français, ont organisé l'évasion fiscale, la fuite, l'éviction fiscale, et d'ailleurs ça a débouché sur un taux d'imposition pour eux divisé par 2 depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Grâce à l'anonymat des capitaux, voilà. Et aucun député n'a jamais posé une loi contre l'anonymat des capitaux, les trusts anonymes, la colonne vertébrale des paradis fiscaux. Merci, citoyens. Un mot de la fin sur cette courte entrevue. Y a-t-il des raisons d'espérer ? Oui, parce que, d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que paradoxalement, Macron a beaucoup de défauts, la question ne se pose même pas. Mais il a compris une chose, il sent que dans le pays, c'est en train de bouillonner. Quand il parle, comme le 1er janvier dernier, enfin le 31 décembre pour ses anti-vœux, ce pas des vœux, ce sont des anti-vœux, quand il parle de réarmement, il a utilisé 7 fois le mot réarmement, il parle de réarmer les services publics. Et il ne le dit pas par hasard. Il le dit parce qu'il sait très bien que c'est en train de bouillonner dans plein de services publics, même dans le privé d'ailleurs. Ça bouillonne dans la santé, ça bouillonne dans l'éducation nationale, ça bouillonne dans la justice, ça bouillonne au niveau des transports publics, dans les énergies, on pourrait parler du démantèlement d'EDF, etc., parce que ce sont aussi des services publics, l'État, ce que le Conseil national de la résistance a fait quand il a reconstruit l'État en décomposition au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et il le fait. Alors, et d'ailleurs, je rappelle que Macron a mis en place le CNR, lui aussi, le Conseil national de la refondation. Évidemment, pas de la résistance, on s'en doute, mais de la refondation. C'est pas pour rien qu'il fait ça. Alors évidemment, il met ça en place, mais il fait exactement le contraire. Il poursuit le démantèlement de l'État qui a pour objectif, normalement à son origine, de permettre justement le développement. Mais attention, le développement du pays, le développement de la société, mais j'insiste sur un point, c'est que ça ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire que l'État doit être un outil sous contrôle démocratique. Et ce qui est intéressant, c'est que justement on sent de plus en plus de volonté, d'ambition des citoyens de s'emparer véritablement des services publics, de s'emparer d'un État qui est en voie de décomposition pour reconstruire un nouveau type de société en rupture avec ce monde-là qui est en fait un monde de prédation. Et quelque part, on peut parler même de putréfaction, littéralement. Donc on sent qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir par rapport à cela. Bon, maintenant, je ne dis pas que ça va être facile, mais à tout prendre, puisqu'on est dans l'actualité immédiate, déjà, ce qu'il faut, c'est délégitimer le sceau fédéral européen. Délégitimer, empêcher le passage à un État fédéral qui en fait signifierait quoi ? Signifierait, un exemple très concret, que les armées de l'OTAN pourraient se balader de Riga à Madrid en passant par Paris, comme ça, comme elles le veulent. Autrement dit, que l'État-nation français n'aurait plus son mot à dire là-dessus. Et donc derrière, tu peux tout démanteler, les conquêtes sociales, les libertés démocratiques, les services publics, etc. etc. Donc, délégitimons déjà le 9 juin prochain, boycottons à fond, et derrière, poursuivons le mouvement pour véritablement en finir avec cet État néolibéral qui mène à la prédation absolue des grands groupes, c'est-à-dire des amis de Macron. On reviendrait sur du féodal, là ? Clairement, c'est la reconstitution de baronnies, de fiefs. Et d'ailleurs, c'est très pernicieux parce que pour cela, on utilise le terme de décentralisation, qui par certains côtés peut éventuellement effectivement comporter de bons aspects, mais qui en réalité débouche sur quoi ? Sur des petits potentats dans les régions, dans les départements, sur des types qui en fait vont se créer un pouvoir local, sombrer dans la corruption, parce que c'est aussi ça, ça peut déboucher sur la corruption,
Et le fait est que cette actuelle décentralisation qui date depuis 40 ans d'ailleurs facilement, c'est une décentralisation qui permet à des types d'exercer un véritable pouvoir tyrannique, en disant-le clairement, sur une portion de territoire, et en plus en quémandant de l'argent à l'État qui lui explique qu'il est endetté, etc. Bah oui, c'est normal puisqu'il a organisé l'éviction de l'impôt pour les grandes fortunes en particulier. Merci citoyens, force et honneur. Force et honneur. On ne lâche rien.